Bonjour à tous. Alors, je souhaitais reprendre avec vous l'exercice numéro 1 sur les deux haut-parleurs en vis-à-vis. Vous apporter une correction complète et détaillée de cet exercice que l'on avait entamé vendredi dernier. Alors, je reprends avec vous, ça vous l'avez déjà noté sur votre correction. Le schéma, ouais, sans le schéma, sans faire de schéma, vous n'arriverez pas à établir l'expression des ondes progressives sinusoïdales. Ce qui est très important de comprendre, c'est que l'on a deux haut-parleurs identiques placés au point S1 et S2 de même axe OX. Et ces deux haut-parleurs ici sont alimentés par le même GBF, d'accord? Un GBF, c'est un générateur basse fréquence qui va imposer une tension sinusoïdale qui va alimenter ces deux haut-parleurs. Donc le fait d'avoir un même GBF qui impose une même tension, donc une même alimentation des deux haut-parleurs, va nous simplifier la tâche, puisqu'en fait ça va permettre d'émettre des signaux en phase et de même amplitude. Donc avoir deux signaux en phase, c'est-à-dire qu'à l'origine des temps, on peut prendre une phase initiale Φ1 pour le signal P1 et Φ2 pour le signal P2, toutes les deux égales à 0. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit à l'oral, voilà, on a pris finalement Φ1 égale à Φ2 égale à 0. D'accord? Donc on avait noté ceci. Ça, c'est justifié par le fait que on a ici un seul GBF. D'accord? Donc c'est le même GBF. Voilà. Le même générateur basse fréquence qui alimente voilà, les deux haut-parleurs. Donc les deux haut-parleurs. Donc je rajoute ceci sur la correction. D'accord? Je l'avais dit à l'oral. Là, je le note avec vous. Et surtout, on a deux signaux, ici, sinusoïdaux de même amplitude. Alors, très important de comprendre, c'est qu'on nous donne une indication très importante. Au point O, on connaît le champ des pressions. Donc, il faut bien comprendre qu'on a un haut-parleur ici S1 d'abscisse X négative, un haut-parleur ici en S2 d'abscisse X positive, un point M, d'accord, que l'on nous demande d'étudier, et un point O. Et en fait, on connaît uniquement le champ des pressions en ce point O, le point O qui est milieu du segment S1-S2. Et on nous dit que le champ des pressions ressenti en X égale à 0, quel que soit T, ce qui est noté d'ailleurs P1, 0T dans l'énoncé, est strictement égal au champ des pressions P2 ressenti en X égale à 0, quel que soit T, qui se met sous la forme PM cos oméga T. Donc PM amplitude, d'accord, du champ des pressions strictement positive, oméga plus à son temporel, tel que oméga égale 2πf, et la fréquence F est donnée à 25 kHz. D'accord? Voilà. Donc domaine ici des ultrasons. Ici, on tend vers les ultrasons. Alors, maintenant, ce qu'on nous demande, c'est le champ des pressions généré par le haut-parleur S1 et ressenti en un point M d'abscisse X positive. C'est-à-dire qu'il faut exprimer le champ des pressions ressenti en ce point M en fonction de ce que l'on ressent, de ce que l'on capte au point O qui est donné dans l'énoncé sous la forme PM cos oméga T. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le haut-parleur S1 émet une onde ici progressive sinusoïdale qui se propage ici, on le voit selon les X croissants. Elle va d'abord ici voilà, être capté au point O avant d'arriver au point M. Et on sait ici la forme de l'OPS capté au point O, P1, 0T, et la forme PM cos oméga T. C'est-à-dire que finalement, ce que je capte, ce que je reçois au point M d'abscisse X positive et à l'instant T de la part du haut-parleur 1, d'accord, c'est ce que je captais au point O, toujours émis par le haut-parleur 1, mais à un instant antérieur, T moins X sur C. En effet, le point O est une abscisse X inférieure à celle du point M. D'accord? Donc X sur C est le retard à la propagation. Voilà, donc ça c'est très important de comprendre cette relation-là. D'accord? Ce que je capte en un point M, ici, d'abscisse X positive, c'est ce que j'avais au point O un instant antérieur, T moins X sur C. X sur C, le retard à la propagation X sur C est homogène à un temps. Donc je connais finalement l'expression de P1 en X égale à 0 à l'instant T, ici. Pour connaître son expression à l'instant T moins X sur C, je fais quoi? Je remplace T par T moins X sur C dans l'expression en PM cos oméga T. Donc on aura P1 de X de T égale PM cos oméga T moins X sur C. D'accord? Donc la variable ici, c'est T moins X sur C. Je développe et j'obtiens, vous avez tous obtenu, un PM cos oméga T moins KX. Et ça, c'est bien cohérent avec une propagation de l'onde progressive sinusoïdale émise par le haut-parleur S1, d'accord, selon les X croissants. Oui, on a moins KX. D'accord? Et je précise ici une nouvelle fois qu'on a bien Φ1 égale à 0, compte tenu ici d'un seul et unique GBF qui alimente les deux haut-parleurs. Bon, je fais la même chose, voilà, un raisonnement qui est tout à fait analogue, avec le champ des pressions généré par le haut-parleur ici S2 et ressenti au point M d'abscisse X strictement positive. Donc même raisonnement, là il faut regarder le schéma.
là, je cherche finalement à écrire l'onde de pression ici que je ressens au point M d'abscisse X et à l'instant T, en fonction de ce qui a été émis, d'accord, par le haut-parleur 2 en S2, d'accord, ici, voilà. Mais, attention, ce que l'on connaît, c'est ce qui a été émis par le haut-parleur S2, mais on sait ce qu'on connaît, c'est ce qui a été ressenti au point O. C'est-à-dire que voilà, il faut exprimer ce que je ressens au point M à l'abscisse X à l'instant T, en fonction, finalement, de ce que j'aurais ressenti au point O d'abscisse X égale à 0 à un instant ultérieur. En effet, l'onde émise par le haut-parleur 2 se propage selon les x décroissants de droite à gauche. Donc l'onde va d'abord rencontrer le point M avant de rencontrer le point O. D'accord? D'où ici, voilà, l'instant T plus x sur c, puisqu'en fait, je vais capter l'onde émise par le haut-parleur 2 ici en un point O à un instant ultérieur à l'onde reçue par le point M à l'abscisse X à l'instant T. D'accord, forcément, l'onde ici se propage sur l'X de croissant. Donc on rencontre d'abord M et ensuite le point O. Donc même raisonnement, même étape, je vais ici faire apparaître, ici je connais l'expression de l'onde de pression ici au point O à l'instant T. Je remplace ici T par T plus X sur C et faire apparaître un PM cos oméga T plus Kx. Donc même chose, c'est bien cohérent avec une propagation selon l'X décroissant. Là, je ne l'ai pas mis. J'ai mis la remarque ici. Là, je ne l'ai pas noté, mais on le voit, le plus kx traduit une propagation selon x décroissant. Même chose, on retrouve un phi2. Phi2 étant la phase initiale, la phase à l'origine des temps. Phi2 est égal à 0. Bon, voilà. Ensuite, quasiment tout le monde également va être traité à la question numéro 3, question du cours classique. Une fois que vous avez deux OPS qui se propagent en sens inverse l'une de l'autre, on va étudier leur superposition en tout point x, d'accord, de cet axe. Donc je définis le champ des pressions totales pour tout x pour tout t, P de x de t. Rien n'était précisément énoncé, je regarde. Donc je note P de x de t, la somme des deux ondes progressives sinusoïdales précédentes, P1 plus P2. Donc je précise bien, on est bien dans les hypothèses du modèle de notre cours, c'est la superposition, la somme de deux ondes progressives sinusoïdales de même fréquence f, 25 kHz, de même amplitude PM, se propageant en sens opposé, très important, il faut qu'elle se propage en sens opposé, selon l'axe OX, sans s'atténuer, il n'y a pas de baisse d'amplitude, ni se déformer. On ne déforme pas ici le signal, à la célérité, c'est constant de 330 mètres par seconde. D'accord ? Et là, je fais ici, voilà, PM cos oméga t mon kx plus PM cos oméga t plus kx. Je mets PM amplitude strictement positive ici en facteur. Je fais apparaître un cosinus P plus cosinus Q. P et Q étant finalement les arguments des deux cosinus, ce qu'on appelait les phases instantanées, P et Q. Formule de Trigo à connaître, cosinus P plus cosinus Q égale 2 cosinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2, que j'applique ici. On a bien 2 PM, n'oublie pas le 2 PM, l'amplitude est bien multipliée par 2. Cos, ici, donc oméga t moins kx plus oméga t plus kx, le tout divisé par 2. Ça me donne 2 oméga t plus 0 divisé par 2, fois cos, P moins Q sur 2. Les oméga t vont simplifier, par contre, il va me rester moins kx sur 2. D'accord? Ça me donne le cosinus de moins kx. La fonction cos est en paire, cosinus moins kx égale cosinus kx. Finalement, on écrit P de x de t égale 2pm cos oméga t fois cos kx. Et là, très important de remarquer à l'oral ou même à l'écrit, on retrouve bien une séparation des variables spatiales et temporelles qui est caractéristique de l'onde stationnaire. Une onde stationnaire ne se propage plus, elle vibre sur place et elle est caractérisée formellement par une séparation des variables spatiales et temporelles comme on le voit ici. On a bien un produit de 2 cosinus. D'accord? Voilà. Ça, tout le monde, je pense que tout le monde avait abouti ici. Par contre, la question numéro 4, voilà, je vous la corrige. Ici, question également de cours, mais question que vous retrouverez au DS samedi prochain. On cherche, ou même à l'interro, de mardi d'ailleurs, c'est le but de cette petite vidéo, vous voyez, qui va durer à peine 10 minutes, c'est déjà de refaire le point. Cet exercice qui est très proche du cours, c'est-à-dire que d'abord vous allez relire le cours, refaire les calculs, ensuite vous allez reprendre cet exo avec la correction pour voir si vous avez tout compris. D'accord, c'est important. Donc là on va chercher la position xn des nœuds. Je vous rappelle, je mets un n majuscule en indice pour préciser qu'il s'agit bien des nœuds de vibration. Alors, où l'amplitude locale de l'onde stationnaire est nulle. C'est-à-dire que l'amplitude locale en x égale xn égale à 0.
L'amplitude locale, c'est finalement l'amplitude qui dépend de la position de x, rappelez-vous. On a défini comme étant tout ce qui apparaît devant le cos oméga t. Donc c'est 2pm cos kx en valeur absolue, puisque comme toute amplitude, l'amplitude locale doit être strictement positive. Bon. Donc là, je cherche les positions xn. C'est ça, cette équation-là va me donner les positions xn, position des nœuds de vibration. Donc je résous en valeur absolue 2pm cos kxn égale à 0. Donc là, le 0, ici, me permet très facilement de retirer les barres de valeur absolue. Il n'y a aucun problème. Je précise également que PM est strictement positif, c'est une amplitude. Seule solution, produit facteur est nul, si et seulement si, voilà, ici, le cos kxn égale à 0. Donc là, je vais chercher les valeurs du produit kxn. Je rappelle kxn, ici, le produit est homogène à un angle, exprimé en radian, qui n'a pas de dimension. Crochet kxn égale à 1. Donc je cherche les valeurs de kxn, telles que cos kxn égale à 0, cercle trigo. Donc quelles sont les valeurs de l'angle, cet angle-là, kxn qui met sur un cosinus nul. Donc je regarde ici mon cercle trigo, cos de 0, ça fait 1, ça ne marche pas. Cos de pi sur 2, cos de 0, ça fait 1, par contre cos de pi sur 2, ça fait 0. Ouais. Cosinus de pi, ça fait moins 1, ça ne marche pas. Cosinus 3pi sur 2, ça marche également. D'accord? On obtient également la valeur 0. Ici, je repasse à 2pi, cosinus de 2pi, d'accord? Pareil, ça fait 1. Cosinus 3pi sur 2, ici, 5pi sur 2, ça marche. Je continue, ainsi de suite, 7, marche pas, ici, pardon, 6, 6pi sur 2, ça marche pas, 7pi sur 2, ça marche. D'accord? Donc vous avez compris, ce sont tous les multiples impairs de pi sur 2. Donc je répète, seules les valeurs de kxn égale à pi sur 2, 3pi sur 2, 5pi sur 2, 7pi sur 2, 9pi sur 2, 11pi sur 2 vont annuler le cos kxn. Conclusion, kxn égale 2p plus 1 pi sur 2, multiple impair, je rappelle multiple de p, multiple impair 2p plus 1 pi sur 2, où p appartient à z. Oui, k étant strictement positif, xn, x peut prendre des valeurs négatives. Regardez ici, les abscisses x peuvent prendre des valeurs négatives. Regardez ici, voilà, ici x prend des valeurs négatives, donc je fais bien attention à prendre p appartenant à z, d'accord, entier relatif. Donc là, j'isole finalement xn, ça c'est un n, ça passe peut-être mal à la caméra, ça c'est un n comme nœud. 2p plus 1 pi sur 2, là j'avais eu du blanc, j'ai oublié d'effacer, donc là j'oublie pas diviser par k. Donc là il y a un k, j'oublie pas le k qui apparaît ici, donc divisé par 2k. Je remplace k par 2pi sur lambda, k étant ici la pulsation spatiale, inversement proportionnelle à la période spatiale. Donc la tension 2 fois 2, 4, je divise par pi, le lambda remonte au numérateur, 2p plus 1 lambda sur 4. Sauf que dans l'énoncé, on me donne en fait non pas lambda, mais on me donne la célérité et la fréquence. Donc je remplace simplement lambda par c sur f. D'accord? Donc on a 2p plus 1, c sur 4f. Et c'est quasiment terminé. Alors là, attention, je pense à ceux qui oublient de lire ou nous répondre à la totalité des questions. D'accord? On vous demande quand même de déterminer les positions des deux nœuds les plus proches du point O. Donc quelles sont les abscisses des nœuds ici les plus proches du point O? D'accord, là il suffit de faire varier la valeur de P. C'est-à-dire que si on fait varier P, il faut chercher les valeurs de P qui vont vous donner les valeurs minimales de Xn. Donc en fait, voilà, si vous prenez P égale à 0, P égale à 0, directement vous allez avoir C sur 4F. Si vous prenez ensuite P égale à 1, par contre si vous prenez P égale à 1, tapez 2 fois 1, 2, plus 1, 3, vous avez ici 3 quarts de C sur F. Bon, on peut le garder. Par contre, si vous prenez P égale à moins 1, P égale à moins 1, vous allez avoir 2 fois moins 1. Moins 2. Moins 2 plus 1, moins 1. Moins C sur 4F. Donc on ne va pas aller chercher la valeur de P égale à 1. Non, on cherche les deux nœuds les plus proches de O. On les a. Pour P égale à 0, pour P égale à moins 1, on a les valeurs de X. Alors pareil, je n'ai pas mis d'indice, mais on peut indicer par X, par exemple X indice 0 et X indice moins 1, nous donnant la valeur de P. Pour bien différencier les valeurs de X, ce sont les positions des deux nœuds les plus proches du point O, situés en C sur 4F et en moins C sur 4F, qui sont tous les deux d'ailleurs symétriques par rapport au point. Donc là, le piège était de prendre la valeur P égale à 0, P égale à 1, et de ne pas aller chercher la valeur de P égale à moins 1, quand même, d'accord, qui est plus petite que celle obtenue pour P égale à 1. D'accord? Voilà. Donc on vérifie bien que c'est homogène, on a bien des mètres par seconde, on a bien ici des secondes moins 1, c'est bien homogène à des mètres. D'accord? Voilà pour cet exercice. Oui, bon, quand même un quart d'heure, parce que j'ai quand même pas mal parlé, j'ai pas mal ici repris le cours avec vous sur cet exo. Donc finalement, c'est un bon exercice relativement simple qui permet de voir si vous avez bien compris le cours ici de vendredi dernier. D'accord?
Voilà pour moi aujourd'hui, hein. Donc je vous conseille de regarder ces vidéos soit cet après-midi, soit lundi soir, juste avant là, finalement, l'interro de mardi matin, qui va porter essentiellement, vous le savez, sur les ondes stationnaires. Alors les ondes stationnaires, vous vous rappelez, il faut tout reprendre, hein, ce qu'on a vu, hein, d'accord? Tous les calculs, les conditions limites, les modes propres, les fuseaux, les positions des nœuds, position des ventres, etc. Donc il y a vraiment de quoi réviser. Et ça prépare également votre DS de samedi. Voilà pour moi, donc je vous la poste, je mets le lien sur Discord, en fait cette vidéo sera sur mon site, hein. J'ai un site de physique sur lequel je mettrai assez régulièrement des vidéos d'exercices clés à corriger pour reprendre ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on n'a pas eu le temps de terminer ensemble en cours. Voilà, sur ce bon dimanche et à demain matin, au revoir.